Imaginez qu'on vous demande de dessiner une carte. Pas une carte de France, hein. Non, non, pas une carte d'un pays ou d'un continent, mais une carte de la science. De toute la connaissance scientifique. Exactement. Par où commencerait? C'est une idée vertigineuse. La physique, elle est où par rapport à la chimie? L'informatique, c'est une île isolée ou une sorte de plaque tournante? C'est un peu la question que se sont posées Loet et Leidesdorf et Ismail Rafolz. On va se plonger dans leur article de 2009. Une carte mondiale de la science. Le titre est un peu technique. Oui, mais l'idée derrière est fascinante. Ils ont essayé de cartographier cet immense continent, pas en demandant aux scientifiques où ils sont, mais en regardant simplement les routes qu'ils empruntent. Et ces routes, ce sont les citations. C'est ça. Quelle revue cite quelle autre revue? L'idée, qui remonte aux années 60, c'est que cette immense toile de citations contient en elle-même la structure cachée de la science. Et cet article, c'est la première vraie photo satellite de tout ça. Alors, on part en exploration. Le premier truc auquel on se heurte, c'est l'échelle. C'est juste colossal. Oui, vouloir cartographier la science, c'est un peu comme vouloir compter les gouttes d'eau dans l'océan. Les premières tentatives dans les années 70, elles se sont complètement noyées dans les données. Et pour l'année qui nous intéresse, 2006, on parle de quoi? De plus de 6000 revues scientifiques. D'accord. C'est un déluge d'informations. Exactement. L'unité de base, c'est la revue. Donc, ils ont créé une matrice gigantesque pour voir qui cite qui. Et la première découverte, elle est fondamentale. C'est-à-dire, C'est que cette carte est très, très vide. Sur toutes les connexions possibles entre ces 6000 revues, à peine 3% existent vraiment. donc la plupart des disciplines s'ignorent les unes les autres en fait. En grande partie, oui. Un journal de vulcanologie va très rarement citer un article sur la neurochirurgie. Logique. Et ça confirme une théorie d'Herbert Simon. Il appelait ça un système quasi décomposable. Un terme un peu barbare. Oui, mais l'idée est simple. La science, c'est pas une grande soupe uniforme. C'est un archipel. Un archipel, j'aime bien l'image. Vous avez l'île des physiciens, l'île des biologistes. Ils se parlent beaucoup entre eux sur leur île. Mais il y a très peu de bateaux qui font la navette entre les îles. C'est exactement ça. Et c'est cette structure qui rend la cartographie possible, même si ça reste complexe. D'accord, mais même avec cette idée d'archipel, analyser 6000 îles, une par une, ça reste un travail de titan. Absolument. Et c'est là qu'ils ont eu une idée, une sorte de raccourci. Lequel? Au lieu de regarder chaque revue, ils ont utilisé les catégories de sujets de l'Institute of Scientific Information, l'ISI. Ce sont des grosses étiquettes, quoi. Chimie organique, ingénierie civile. Ça regroupe les revues. Voilà. En 2006, il y en avait 172. C'est tout de suite beaucoup plus gérable que 6000. On passe de 6000 points à 172 régions. Le plan semble parfait. Sauf que, il y a un hic. Et un gros. En creusant un peu, on se rend compte que leur outil principal, ces fameuses catégories ISI, il n'est pas fiable. Pas du tout même. Des études ont montré que ces classifications ne correspondaient à la réalité des citations que dans 50% des cas. Une fois sur deux, l'étiquette est à côté de la plaque. Ce qui est un problème majeur, on est d'accord? C'est plus qu'un problème 1. C'est comme vouloir cartographier le monde avec une boussole qui indique le sud la moitié du temps. On se dit que le projet est mort-né, non? Comment on peut obtenir une carte précise avec des données à moitié fausses? Et c'est là que toute la magie de la statistique à grande échelle entre en jeu. La clé, c'est que ces erreurs de classification sont aléatoires. C'est-à-dire? Elles n'ont pas de direction précise. Exactement. Il n'y a pas de biais qui pousserait par exemple toutes les revues de chimie vers la biologie. Les erreurs partent dans tous les sens. Et c'est ça qui sauve tout. J'ai du mal à voir comment. C'est l'analogie de la photo dans une foule. Imaginez que vous voulez prendre en photo un bâtiment, mais il y a une foule qui bouge devant. Si vous prenez un seul cliché, une seule seconde, tout est flou, confus. Voilà. Mais si vous utilisez une longue pause sur plusieurs minutes, il se passe un truc étonnant. Les mouvements aléatoires des gens, comme ils partent dans tous les sens, ils s'annulent. Ils deviennent un brouillard. Et la structure fixe derrière le bâtiment, le signal, devient parfaitement nette. C'est exactement cette logique. Les erreurs de l'ASI, c'est le bruit de la foule. Mais la structure réelle des citations, c'est l'architecture solide qui finit par émerger quand on regarde l'ensemble. Un joie. Les erreurs, parce qu'elles sont désordonnées, se neutralisent. Et il ne reste que le signal des 50% de classification qui était correct. C'est très malin. Une fois ce bruit filtré, ils ont pu analyser le signal avec une technique, l'analyse factorielle exploratoire. En deux mots,
C'est comme un sommelier qui, en goûtant un vin, ne dit pas juste « c'est du vin ». Il identifie les arômes sous-jacents, fruits rouges, chênes, épices. Ces arômes, ce sont les facteurs. Exactement. Eh bien, l'analyse a fait pareil avec des milliers de citations et elle a identifié 14 arômes principaux, 14 grandes familles qui composent la science. Ok, donc ils ont mouliné toutes ces données, le bruit a été filtré, le brouillard s'est levé. Alors à quoi ressemble ce nouveau continent de la science? L'analyse révèle donc cette fameuse solution à 14 facteurs, 14 macro-disciplines. Au premier abord, la liste semble assez familière. On a les sciences biomédicales, la physique, la chimie, l'informatique. On se dit, bon, pas de grande surprise. C'est vrai, mais la vraie révélation, c'est pas la liste des pays, c'est la carte des routes entre eux. Les alliances, les connexions. Exactement. Et quand on regarde la carte, la structure globale est frappante. 3 grands pôles ou continents émergent très très clairement. Lesquels? Le premier, le plus massif, c'est le continent biologie-médecine. Le deuxième, c'est celui des sciences dures, physique, matériaux, ingénierie, informatique, tout ça ensemble. Et le troisième? Un pôle plus petit mais bien distinct, l'environnement avec l'écologie et les géosciences. Et c'est là que ça devient fascinant. Les ponts, les isthmes qui relient ces continents. Qui parle à qui? Alors là, la plus grande surprise de la carte, c'est le rôle de la chimie. Ah oui, Elle est positionnée mais vraiment au centre de tout. C'est le courtier, le diplomate qui parle toutes les langues. D'un côté, elle est connectée à la physique et aux matériaux. le continent des sciences dures. Oui. Et de l'autre, via la biochimie, elle est le principal pont vers l'immense continent biomédical. Sans la chimie, ces deux mondes seraient presque complètement isolés. C'est la gare centrale de la science, en quelque sorte. C'est une excellente image. Et il y a d'autres passerelles. Oui, plusieurs. On voit un lien très direct, une sorte de tunnel entre l'informatique et certaines spécialités médicales comme l'imagerie ou la psychologie, par exemple. D'accord. Et une autre route, plus sinueuse, part de l'ingénierie, traverse les géosciences pour rejoindre l'écologie, l'agriculture, qui elles-mêmes sont connectées au pôle biomédical. Et des fois, la carte montre des choses complètement contre-intuitives. L'exemple des maths est incroyable. Ah oui, alors ça, Logiquement, est bien classé avec la physique. Mais les mathématiques pures, la discipline, la carte les place beaucoup plus près de l'ingénierie et de l'informatique. ce qui nous dit quelque chose de très profond sur la science. Cette carte, elle ne se base pas sur des étiquettes. Elle révèle des relations fonctionnelles basées sur l'usage réel des connaissances. Elle cartographie ce que les scientifiques font parce qu'ils disent qu'ils sont. C'est exactement ça. D'accord, la carte est fascinante. Mais est-ce que c'est juste une jolie image ou est-ce qu'on peut s'en servir pour comprendre des choses concrètes? Par exemple, l'interdisciplinarité. C'est justement une de ces applications les plus puissantes. Pour ça, les auteurs utilisent une mesure qui s'appelle la centralité d'intermédiarité. Oula, L'idée est simple en fait. Un domaine est interdisciplinaire, pas parce qu'il est entre deux autres, mais parce qu'il se trouve sur le plus de chemins les plus courts entre tous les autres domaines. attendez, il faut que je visualise ça. C'est pas juste un pont, c'est Un hub aéroportuaire majeur. la parfaite analogie. C'est le Dubaï ou le Singapour de la science. Pour aller de A à Z, le plus simple, c'est de passer par lui, même si A et Z n'ont rien à voir. C'est ça. Et quand on applique cette mesure, on a des confirmations et des surprises. La confirmation, c'est la catégorie informatique, application interdisciplinaire, qui a le score le plus élevé. Pas étonnant. L'informatique est partout. Mais la surprise, C'est la catégorie qui arrive juste après, la biologie. ah ça m'étonne. J'aurais vu la biologie comme une destination finale, un continent immense, mais pas forcément comme un hub. Et pourtant, elle sert de pont vers l'agriculture, l'écologie, les sciences de l'environnement. Et de plus en plus, via la bioinformatique, vers l'informatique. Son rôle de carrefour est bien plus important qu'on l'imagine. D'accord. Et pour tester cette idée, l'article zoome sur un domaine réputé pour être le summum de l'interdisciplinarité, les nanosciences. Oui, une catégorie toute nouvelle à l'époque, et la carte au niveau global confirme bien ça. La catégorie nanosciences est bien au carrefour des matériaux, de la chimie, de la physique, de l'ingénierie. Le cœur du pool des sciences dures. C'est ça. Mais c'est quand on zoome encore plus au niveau des revues elles-mêmes que ça devient vraiment percutant. Et là, c'est la surprise. La revue qui a le plus grand rôle de pont, le hub le plus central au sein même des nanosciences, ce n'est pas une revue avec « nano » dans le titre.
C'est la revue Microelectronic Engineering. C'est un résultat incroyable, oui. Alors, ça c'est fou. On s'attendrait à, je sais pas, Nano World. Mais non, le vrai passage obligé, c'est l'ingénierie microélectronique. C'est la preuve que cette carte se fiche des étiquettes marketing. Et ces routes ne sont pas figées. Le dernier point de l'article est passionnant. Il montre comment une seule revue, Nanoletters, a évolué en 2 ans, entre 2004 et 2006. Qu'est-ce qui a changé? Son rôle a changé. Elle est devenue un intermédiaire beaucoup plus fort entre le monde établi de la chimie pure et ce nouvel écosystème des nanosciences. Son rôle de pont s'est affiné, il a mûri. C'est une dynamique très fine qu'on ne verrait jamais sur la grande carte des continents. Alors, que retenir de cette plongée dans la structure de la science? Pour moi, l'idée la plus forte, c'est qu'un outil imparfait, une boussole qui se trompe une fois sur 2. Peut à très grande échelle révéler une image d'une clarté stupéfiante. C'est ça. Les erreurs ne sont pas un bug, elles sont une fonctionnalité qui filtre le bruit pour ne garder que le signal. La conclusion principale, c'est que la science a une structure imbriquée, comme des poupées russes. Il y a le niveau macro, les grands continents, la géographie générale qui est stable, mais en zoomant, On voit les dynamiques fines, les routes qui se créent, les villes qui émergent. exactement. Et il faut les 2 niveaux pour comprendre le tableau complet. Pour finir, il y a une question fascinante que l'article laisse en suspens. Ah oui, Les auteurs ont volontairement exclu de leur carte tout un continent, celui des sciences sociales et humaines. oui, parce que la culture de la citation y est radicalement différente. On cite des livres, des travaux plus anciens. C'est un autre monde. Les cartographier avec la même méthode, ça ne marcherait pas. Du coup, ça laisse une question vertigineuse pour une prochaine fois. Si on parvenait à dessiner cette autre carte, celle des humanités, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Verrait-on une structure similaire? Des pôles comme l'histoire, la sociologie? Des courtiers comme la philosophie? Ou, au contraire, est-ce qu'on découvrirait une organisation totalement différente? Peut-être des milliers de petites îles sans aucun pont, ou un réseau tellement dense qu'il serait impossible à démêler? Voilà une exploration qui reste à faire.